Maître Salifou Béaougui pour M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo. Bien, merci Monsieur le Président. Je prends le relais de mon éminent confrère Maître Bombi Mara. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à mon tour de prendre la parole pour plaider dans ce dossier. Ce dossier appelé dossier du 28 septembre 2009, qui a connu des événements douloureux et qui oppose le ministère public, M. Ouri Bailoba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents et victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa, contre M. Cessé Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Moussa Tcheburo Kamara, Ablaï Chérif Diaby, Mamadou Aliou Keita, Mamadou Kamara Di Toto, Ibrahima Kalonzo Kamara, Blaise Goumou, Paul Massa Guilavogui, Moussa Dadis Kamara, Abakar Diakité Di Toumba. Tous poursuivis pour des faits d'assassinat, meurtre, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, détention illégale d'armes de guerre de première catégorie, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, détention arbitraire, non-assistance à personne en danger, enlèvement, séquestration, violence sexuelle, attentat à la pudeur et complicité. Faits prévus et punis par les articles 282 et suivants, 321, 481, 477 et suivants, 295 et suivants, 287, 333, 56 et suivants, 340, 505 et 52 du Code pénal. Et les articles 1 et 2, 17.2 de la loi 008 du 22 juillet 1996. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans ce dossier, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo et Ablaï Keita, tous, Mamadou Aliou Keita, tous présents dans cette salle et en détention depuis plusieurs années. Je prends la parole pour assurer leur défense. Bon, excusez-moi de vous interrompre exceptionnellement, parce que la liste, pourquoi je n'ai pas parlé de M. Mamadou Aliou Keita, parce que la liste que vous avez fournie, je n'ai vu votre nom qu'au niveau de M. Kalonzo. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de Mamadou Aliou Keita. C'est pourquoi au début j'ai voulu me rassurer si la liste venait effectivement de vous et que c'était unanime.
J'enchaîne, je ne reviendrai pas pour la deuxième fois. Donc, c'est pour les deux. Oui, oui. Voilà. Une fois de plus, excusez-moi. On plaide une seule fois. Je voulais la précision. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au terme de l'article 531 du Code de procédure pénale, l'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande. Le ministère public prend ses réquisitions. La personne civile, s'il y a lieu, et le prévenu présente leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu et son conseil, ou son conseil, aura toujours la parole le dernier. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est bien en application de cette disposition du Code de procédure pénale que les parties civiles ont été suffisamment entendues dans leur plaidoirie. Le ministère public, dans ses réquisitions, enfin, ce lundi 27 mai 2024, la défense, à son tour, prend la parole pour décharger nos clients qui sont en détention. Étant un avocat de la défense, Monsieur le Président, comme je le disais tantôt, mon tour de plaidoirie a sonné. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pour un avocat de la défense, la plaidoirie devant une juridiction est la partie de l'intervention par laquelle sont exposées oralement ces demandes, dites aussi prétentions, et ses moyens de défense. C'est le moment crucial de la présentation des faits, des preuves et les moyens de défense qui sont destinés à emporter la conviction du tribunal. Le verbe correspondant est plaider. Cependant, il ne s'applique qu'aux explications données par les parties ou par leur conseil. Il ne s'applique pas à l'argumentation du représentant du ministère public. Le procureur et les magistrats du parquet qui le substituent ne plaident pas. Ils le requièrent. On dit encore qu'ils prennent des réquisitions. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ai suivi ici, dans cette salle, avec beaucoup d'attention, les plaidoiries des parties civiles. Je suis resté perplexe. Je suis resté sur ma faim. Mes attentes n'ont pas été atteintes, ni comblées. J'ai également suivi ici les réquisitions du parquet. Je suis également resté perplexe parce que tout simplement, ces réquisitions sont passées à côté de la plaque. Plutôt, en lieu et place des démonstrations, nous avons assisté à une distribution automatique des peines à l'encontre des innocents. Monsieur le Président, avant d'entamer effectivement mes plaidoiries, dans l'intérêt de mes deux clients, colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, adjudant Ablaye Keita, comme l'ont fait mes prédécesseurs, permettez-moi, Monsieur le Président, de m'acquitter d'un devoir sacré, voire indispensable en pareille circonstance, c'est celui des remerciements et des hommages. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu qui nous a gardés jusqu'à ce jour, qui nous a permis d'en arriver là. Et qui m'a personnellement permis d'assister à des grands procès de ce pays, dont celui du 28 septembre
qui est un procès historique. Certains l'ont dit avant moi. Également, Monsieur le Président, mes parents, pères et mères, les proches, que leur âme continue à reposer en paix. Monsieur le Président de la République, le corps d'armée Mamadi Doumbouya, sous le règne éclairé duquel ce procès a pu se tenir. Ce procès libère le peuple, libère nos clients, libère la communauté internationale. Et d'ailleurs, c'est à juste titre que M. Alassane Tangueba, rédacteur en chef du magazine Seni Info, dans son ouvrage intitulé Colonel Mamadi Doumbouya, le soldat de la liberté, l'appelle affectueusement le sauveur et le libérateur. Qu'il en soit remercié. Monsieur le Président, il en est aussi du ministre de la Justice, garde des Sceaux actuel, M. Yaya Kairaba, qui n'est pas un magistrat à présenter, connaissant le sérail, dont la nomination a été vraiment une réelle satisfaction pour nous. Nous souhaitons que Dieu l'assiste dans la conduite de la mission qu'on lui a confiée. Monsieur le Président, je voudrais également remercier le pool de juges d'instruction composé de magistrats pétris à l'expérience qui, pendant 14 ans, ont pris tout leur temps pour suivre ces dossiers, l'instruire jusqu'à ce qu'un arrêt est intervenu. Monsieur le Président, je voudrais également m'adresser à vous, personnellement, et à vos deux assesseurs. Vous êtes des magistrats aguerris, pétris d'expérience, et auxquels, Monsieur le Président, nous ne pourrons douter un seul instant de la capacité effective à gérer ce dossier jusqu'à son terme. Vos deux assesseurs vous aideront, Monsieur le Président, j'en suis sûr, à une très bonne prise de décision, connaissant, Monsieur le Président, leur professionnalisme comme vous. Monsieur le Président, je voudrais également remercier du fond de mon cœur le bâtonnier maître Dina Sampil, mon maître de stage, qui m'a reçu à son cabinet en 1996, nouvellement sorti de l'université. C'est lui qui m'a forgé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis content de défendre le même dossier que lui et d'être du même bord pour encore apprendre de ses prouesses lorsque son tour de plaidoirie arrivera pour le compte de son client, le capitaine Moussa Dadis Camara. Je n'oublie pas de passage M. André Safela Leno, ce grand magistrat, par l'intermédiaire duquel j'ai été conduit et accepté au cabinet de Maître Dina Sampil en 1996, précisément en août. Monsieur le Président, je remercie également tous mes enseignants du primaire, secondaire, lycée de ma ville natale, Massanta. La liste est longue. Je vais parler de M. Daniel Koli Guilavogui, M. Maurice Massab Guilavogui, paix à son âme, M. Hector Volé Guilavogui, et sans oublier, Monsieur le Président, Maître Alceniba, lors de mon parcours à l'université, qui m'a entouré de tous les soins. Justement, parlant de l'université, je remercie très sincèrement mon grand frère, Louis Mayol, qui m'a soutenu, qui m'a permis d'étudier. Également, un autre grand frère, tonton Moïse Odilon Tonamou, ex-policier à la retraite, et qui m'a soutenu. Monsieur le Président, je voudrais également remercier le barreau tout entier, auquel j'appartiens depuis 1998, soit 26 ans à nos jours par la grâce de Dieu. Merci au bâtonnier Mohamed Traoré, que j'appelle affectueusement mon idole, Maître Djibril Kouyaté, Maître Boubacar Bari, Maître Abou Kabele Kamara, Maître Mamadou Diop Soare, actuel bâtonnier, pour leur gestion de qualité des affaires du barreau. Monsieur le Président, merci aux journalistes de la presse publique et privée
pour la qualité de la couverture médiatique de ce procès. À ce titre, je voulais citer les journalistes Tcherno Youssaba, mon frère ami, Almami Kala Conté, Sankumba Doukouré et autres. Tous les membres de l'équipe technique, dont les cadreurs, Mme Adama Elsa Traoré à Mohamed Koya Kamara, l'équipe de montage, Mohamed Tafsir Kamara, et tous les journalistes, régisseurs et réalisateurs. Pour refermer cette parenthèse, Monsieur le Président, je ne saurais personnellement oublier M. Ablaye Djibril Diallo, promoteur du journalisme judiciaire en Guinée, à travers l'émission phare, la RTG, Justice, Information et Droit JID, avec Ablaye Akassila. Actuellement, Justice et Démocratie a contribué de la démocratie de l'État de droit en Guinée. De Conakry à Paris, de Bamako à Abidjan, de Dakar à Washington, il a été de toutes les rencontres qui consacrent le droit. Véritable acteur de l'histoire judiciaire, il a à son actif le procès des gangs, le procès des mutins, l'affaire Alpha Condé, le procès présumé des narcotrafiquants, l'attaque du domicile du professeur Alpha Condé et aujourd'hui le procès des événements du 28 septembre 2009. Véritable orateur avec savoir sauf, il draine un palmarès école. Il est même l'actuel président de la cellule de communication du procès des événements. Abdoulaye Djibril Diallo est également directeur du centre de formation. Évidemment, à ce titre, il participe à la professionnalisation des médias privés. Merci à mes collaborateurs du cabinet qui ont su gérer les affaires courantes pendant que la plupart de nos clients nous ont quittés parce que n'ayant pas le temps, Monsieur le Président. Merci à M. Yaya Boaro. Merci à M. Mamadou Dramé. Merci, Monsieur le Président, à mes chères épouses, Mado Touré et Acha Sako, sans oublier mon cher frère jumeau, Michel Wewo Beyavougui. Revenons sur les faits, Monsieur le Président. Le 23 décembre 2008, merci à l'assistance, merci à tous, à tout un chacun, que j'ai cité, que je n'ai pas cité. Sachez que tout le monde est dans mon cœur et je remercie tout le monde, la sécurité, les gendarmes, les policiers, tout le monde, Monsieur le Président, sans oublier d'ailleurs mon cabinet de relais qui se trouve à Koya et tout le personnel. Ceci étant dit, le 23 septembre 2008, suite au décès du président Feu Général Lansana Conté, certains dignitaires de l'armée proclamaient unilatéralement la dissolution du gouvernement dans un discours de rupture avec l'ancien régime. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, les nouveaux dirigeants, à leur tête, le capitaine Moussa Dadis Camara, promettaient ainsi la remise du pouvoir aux civils, entre autres la tenue des élections législatives et présidentielles en 2009, de même que la mise en place d'un organe de transition regroupant les représentants du CNDD et les forces vives. Monsieur le Président, il prenait l'engagement que le président du CNDD et le Premier ministre ne seraient pas candidats aux dites élections. Un consensus national permettait de fixer la date des élections à la fin de l'année 2009, date qui sera finalement reportée début 2010 pour des raisons techniques. En janvier 2009, les nouvelles autorités appellent l'ensemble des partis politiques à transmettre leur programme de gouvernance. En avril, la question de la candidature du président du CNDD commence à se poser pour les forces vives, entraînant la naissance des tensions. En parallèle, un morcellement de l'opinion publique s'opère par la création de divers mouvements, dont, entre autres, Dadis doit rester, Dadis doit partir, Dadis doit quitter. Les forces vives, quant à elles, commencent à se mobiliser, à mobiliser leurs partisans. C'est dans ce cadre que les partis politiques décident d'organiser une manifestation
le 28 septembre 2009 au stade du même nom pour marquer leur opposition à cette éventuelle candidature du président du CNDD. Le 28 septembre, les militants des différents partis politiques convergeaient au stade, répondant ainsi à l'appel de leurs dirigeants. C'est là qu'est survenu les douloureux événements et qui ont conduit à l'interpellation et à la mise en détention du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Interpellé par le pool de juge d'instruction, le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo, gendarme, a au cours de son interrogatoire déclaré avoir été interpellé puis incarcéré du 3 août au 6 novembre 2009 sur ordre du colonel François Béabogui, ex-chef d'état-major adjoint, en raison d'une plainte portée à son encontre par le colonel Moussa Tcheboro Kamara, ici présent, pour détournement de fonds. Quant à M. Mamadou Ali Ouketa, lors de son interrogatoire devant le pool de juge d'instruction, il ne reconnaît pas avoir commis le crime de viol sur la personne de Mme Aïssa Touba, laquelle vivait avec sa fiancée, Mme Marama Diallo, qu'il fréquentait régulièrement. Il a soutenu avec force détail avoir ignoré la présence d'Aïssa Touba au stade. Il conteste également avoir donné des coups et fait des blessures. Il le réaffirme au cours de la confrontation, il a réaffirmé ses déclarations faites pendant l'interrogatoire. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en lieu et place de leur libération, suivant ordonnance numéro 007 du 29 décembre 2017, portant requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel de Dixine, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara a été renvoyé pour des faits d'assassinat, de meurtre, de complicité de viol et de coups et blessures volontaires. L'adjudant-chef Mamadou Ali Ouketa, quant à lui, il a été renvoyé pour les crimes de viol. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces infractions méritent d'être discutées individuellement afin d'en déduire leur imputabilité. C'est la première grande partie de mes plaidoiries et la seconde portera sommairement sur la question problématique de réqualification dont les contours, les tenants et les aboutissants seront beaucoup plus détaillés par mes vaillants confrères qui vont me succéder. Monsieur le Président, 1. Le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara. Comme indiqué plus haut, Monsieur le Président, le colonel Ibrahima Kalonzo est poursuivi par le tribunal criminel dont vous avez la charge de présider pour des faits qualifiés d'assassinat, meurtre, complicité de viol et coups et blessures volontaires, infractions prévues et réprimées par les dispositions des articles 206, 208, 19, 228, 68 et 239 du Code pénal. Monsieur le Président, à l'instruction préparatoire, comme devant la juridiction de jugement, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara a rejeté systématiquement toutes ces infractions qui ne reposent d'ailleurs que sur du sable mouvant, comme cela va être démontré. En effet, interpellé le 2 mars 2015 par le pôle de juge d'instruction, le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo déclare sans embâche: Messieurs les juges, au moment des événements du 28 septembre 2009, j'étais en détention au PM3 sur instruction de l'état-major de la gendarmerie, précisément sur instruction du colonel
François Béavogui, ex-chef d'état-major adjoint. J'étais en détention parce que c'est le colonel Moussa Tchibro qui avait porté plainte contre moi pour un problème de 48 millions que je gardais par devers moi. Cette somme appartenait à notre service. Au mois de juin 2009, mon père est décédé et j'ai utilisé ce montant pour organiser les funérailles de mon feu père. À cause de cela, je suis resté à la maison sans fréquenter le service. C'est ainsi que le colonel Tchibro a porté plainte contre moi devant ma hiérarchie et je fus interpellé par mes chefs et j'ai été déclaré à ceux-ci que j'ai utilisé le montant pour les funérailles de mon père. J'ai alors été convoqué par le premier bureau, en l'occurrence le colonel Abou Keïta. Il m'a demandé la destination du dit montant. J'ai expliqué comment le montant a été utilisé par moi. Et quand il a fait le compte rendu au colonel François, ce dernier a ordonné de me mettre en état d'arrestation. Le 3 août 2009, j'ai été interpellé et incarcéré au PM3. C'est là où je suis resté jusqu'au 6 novembre 2009, date à laquelle je fus nommé conseiller militaire à la société Frigia. Je précise que l'actuel haut commandant de l'état-major de la gendarmerie et de la justice militaire peut témoigner de ces faits, ainsi que le colonel Baouri, commandant du PM3 d'alors, actuellement à la retraite, et M. Gabriel Tamba Diawara, actuel commandant du PM3, sans oublier le colonel Edouard Bangoura. C'est donc le 7 novembre que j'ai rejoint mon nouveau poste à Fria. C'est seulement en août 2010 que j'ai été relevé de Fria et j'ai rejoint le haut commandement de la gendarmerie et de la justice militaire. Sur question-réponse des magistrats instructeurs, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon client a répondu en ces termes. Oui, effectivement, dans la journée du 28, j'étais en détention au PM3. Oui, je connais bien le capitaine Sori Kondé. Oui, le 28 septembre, je n'étais pas avec le capitaine Sori Kondé. Je m'inscris en faux contre les déclarations du capitaine Sori Kondé, selon lesquelles j'étais chef de patrouille à l'occasion des événements du 28 septembre 2009. Je confirme que j'étais en détention au PM3. J'étais en détention au PM3, Monsieur le Président, pour plus de précision, avec le commandant du Bata, commandant Bata, arrêté pour avoir soupçonné une tentative de coup d'État, et M. Diallo, directeur de la société Bonsmar. Je n'étais pas au courant des préparatifs du meeting des événements du 28. Oui, le jour arrivé, j'ai été appelé au téléphone par les agents qui m'ont dit qu'il y a eu des morts au stade. Je n'ai rien appris sur la gestion de ces événements. Je ne connais rien de l'exercice de force Covid. Je ne connais rien qu'il y a eu des recrues de Kalia comme toute autre personne. Il n'y a aucun antécédent entre Sori Kondé et moi. Interrogé sur procès verbal d'interrogatoire du cours de juge d'instruction, le 8 février 2012. Le colonel Moussa Tchibro Kamara, à l'époque secrétaire d'État à la présidence, chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, sur question-réponse déclare: quels sont les éléments de votre unité qui vous ont accompagné ces jours? Réponse: au stade, je n'étais qu'avec mon garde du corps, Sidiki Kamara, à l'époque caporal-chef. Les éléments de mes unités n'étaient pas avec moi. À la barre du tribunal criminel, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara a effectivement rappelé, insisté et persisté qu'il était au PM3 lors des événements du 28 septembre 2009. Par contre, Monsieur le Président, le pôle de juge d'instruction
a interpellé et interrogé à l'époque le capitaine Sori Kondé. Le capitaine Sori Kondé déclare: quel était l'objectif de votre patrouille? Réponse: notre patrouille avait pour objet de sauvegarder la sécurité des personnes et de leurs biens. Qui était votre chef d'équipe? C'est le lieutenant-colonel Kalonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie, Monsieur le Président. Il a été entendu, il a déposé comme témoin devant le cours de juge d'instruction. Lui, personnellement, il a reconnu qu'il s'était rendu au stade, tout en indiquant que le colonel Ibrahima était son chef d'équipe et que ce dernier travaillerait au commandement, alors qu'à l'époque, il était en service au service antidrogue. Monsieur le Président, à la barre de votre tribunal ici, précisément à l'audience du 13 décembre 2023, le lieutenant Sori Kondé déclare n'avoir jamais déclaré devant le pool de juge d'instruction que le colonel Kalonzo Kamara était présent au stade le 28 septembre 2009. Criblé de questions de part et d'autre, de tous les côtés, le témoin a soutenu avec force de taille qu'il n'a jamais, mais plus grand jamais, déclaré devant le pool de juge d'instruction que le colonel Kalonzo était au stade et qu'il était leur chef d'équipe. Monsieur le Président, toutes les questions qui ont fusé dans ce sens ont reçu la même réponse. Les juges ont écrit ce que je n'ai pas dit. Ce qui a été dit entre les quatre murs, Monsieur le Président, sans armes, sans contrainte, sans pression, Monsieur le Président, je pense qu'en public et avec ce procès hautement médiatisé, j'allais même oublier de remercier aussi les organisations internationales qui ont soutenu ce procès et qui nous ont même donné des formations. Il faut les remercier, Monsieur le Président, ils nous ont aidés. Le témoin, la peur qu'il n'a pas eue devant les juges, 3 juges, il ne pouvait pas l'avoir ici, Monsieur le Président. Comme un adage qui disait, ce que vous ne dites pas au moment où on vous attache, il ne faut pas le dire quand on vous détache. Ce qu'il n'a pas craindre, la crainte qu'il n'a pas eue lorsqu'il était devant les magistrats instructeurs, je pense qu'il devait redoubler d'efforts pour dire la vérité, rien que la vérité. Venu ici, à la barre ici, et c'était le 13 décembre 2023, il a déclaré qu'il n'a jamais, jamais, au plus grand jamais dit que le colonel Kalonzo était au stade et que ce dernier était leur chef d'équipe, Monsieur le Président. C'était déjà clair. Monsieur le Président, à son tour, le colonel Gabriel Diawara, lors de l'audience de confrontation, a effectivement reconnu que le colonel Kalonzo avait été détenu au PM3 où il était lui-même en service. Il a également déclaré être ami au colonel Kalonzo et au colonel Moussa Tchibolo Kamara et que leur amitié remonte de plusieurs années, Monsieur le Président. Il a ajouté qu'ils ont suivi des cours de perfectionnement ensemble à l'étranger, plus précisément en Chine. Et que c'est bien sous la base de cette amitié qu'il a offert sa médiation pour régler le contentieux entre le colonel Moussa Tchibolo Kamara et le colonel Ibrahima Kalonzo, qui, au demeurant, Monsieur le Président, sont d'abord des frères, mais aussi des frères d'armes. Il précise avec force de détail, Monsieur le Président, qu'en ce moment, il n'était qu'un simple officier et qu'il n'avait aucun poste. Il précise également que le colonel Baouri était le commandant du PM3.
Il ajoute, Monsieur le Président, qu'aucun détenu civil comme militaire n'avait bougé du PM3 le 28 septembre 2009 où il se trouvait. Il précise également que c'est lui qui a conduit le colonel Kalonzo Kamara chez le colonel Moussa Tcheboro où l'histoire a pris fin. Il précise que le colonel Tcheboro Kamara avait pardonné le colonel Ibrahima Kalonzo à la seule condition de ne plus travailler avec lui dans son service, Monsieur le Président. Ce qui revient à dire qu'entre le 3 août et le 7 novembre 2009, le colonel Kalonzo était encore personnel du service antidrogue, contrairement au dire du témoin qui est venu se rétracter à la barre. Toujours, le colonel Gabriel Tamba Diawara précise que c'est par la suite qu'il fut nommé commandant du PM3, en remplacement du colonel Baouri, à l'époque malade, en traitement à l'extérieur. Monsieur le Président, il reconnaît également que c'est par la suite que le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo fut nommé attaché militaire à FRIA. Sur la question de la présence effective du colonel Ibrahima Kalonzo Kamara au PM3, le jour fatidique du 28 septembre 2009, il se montre plus ou moins dubitatif, plus ou moins confus. Mais cependant, Monsieur le Président, il soutient avec force détail que dans la période très voisine aux événements du 28 septembre 2009, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara était effectivement au PM3 en arrêt. Enfin, il conclut en déclarant avoir rendu compte de ses démarches de réconciliation des deux amis au général Ibrahima Baldé, au commandant de la gendarmerie, et qui en était satisfait, Monsieur le Président. À partir de là, on peut dès lors se poser la question sur la participation ou non, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, du colonel Kalonzo à la commission des redoutables infractions poursuivies et pour lesquelles, Monsieur le Président, votre parquet a requis 15 ans de réclusion criminelle, peine hautement afflictive et infamante, peine criminelle, contre mon client pour des faits qualifiés d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, alors qu'en réalité, Monsieur le Président, M. Ibrahima Kalonzo était innocent. C'est son destin qu'il a envoyé dans ce dossier, Monsieur le Président. Le parquet ne doit pas diaboliser les accusés. Le parquet doit poursuivre à charge et à décharge. Les parties civiles encore, c'est leur intérêt civil qui les intéresse. Mais le parquet doit être juste. Qu'il d'ailleurs soit en remercié de passage, y compris mes confrères de même bord. Monsieur le Président, condamner M. Ibrahima Kalonzo Kamara à 15 ans de réclusion criminelle, pourquoi? Pour avoir commis quelle infraction? Pour avoir pris par quel événement? Ou bien on ne l'aime pas naturellement seulement? Parce qu'on n'aime pas les fils de ce pays. Quand vous avez été brillant, vous avez été célèbre, vous vous êtes donné corps et âme pour gérer les affaires de la République, on vous attend au rond-point, Monsieur le Président. Dès que les forces du mal ont la possibilité, on va vous nuire. Un coup d'œil également au colonel Moussa Tcheboro Kamara, Monsieur le Président. Au passage. Monsieur le Président, mon client, colonel Kalonzo, est poursuivi pour des faits d'assassinat et de meurtre. Faits prévus et punis par les articles 206 et 208 du Code pénal. Ces articles disposent que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre
il est puni de la réclusion criminelle de 30 ans. Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent code. Monsieur le Président, 15 ans de réclusion criminelle. Voilà la peine distribuée par le parquet. Monsieur le Président, en droit pur, le meurtre est aggravé en tenant compte des conditions dans lesquelles il a été commis ou en tenant compte de la qualité de la victime. D'ailleurs, la loi indique 4 causes d'aggravation du meurtre simple, qui est le fait de donner volontairement la mort. Lorsque le meurtre est commis avec préméditation ou guet-apens, l'emploi de barbarie ou de torture, la concomitance du meurtre avec un autre crime et la corrélation avec un délit. Parlant de la préméditation, Monsieur le Président, parce qu'il est poursuivi pour assassinat, on va nous présenter ici la personne qui l'a assassiné. Comment peut-il rester au PM3 et venir assassiner? Et pour qu'il ait assassiné, il a fallu que, par exemple, le colonel Kalonzo prémédita son action. Et que dire de la préméditation? Pendant qu'il se débattait comme un beau diable en prison pour obtenir sa liberté, on dit qu'il était là à préméditer pour venir assassiner au stade. Quelle aberration! Au-delà de tout, ayons peur de Dieu. Nul n'a le gloire dans le malheur des autres, Monsieur le Président. Et la roue de l'histoire tourne. Le faible d'aujourd'hui peut être le fort de demain. Tous les jours, les exemples sont foisonnants. Il n'y a aucun applaudissement à tirer dans ça. Monsieur le Président, c'est pourquoi tout repose sur vos épaules. Et je compte particulièrement sur la loi et sur vos 2 assesseurs. En ce qui vous concerne, Monsieur le Président, ça se passe de commentaires. Votre professionnalisme, c'est pas... Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, on reconnaît quand même votre sérénité. Vos 2 assesseurs ont une réputation. Ils ont un courage, Monsieur le Président. Donc, il est reproché au colonel Kalonzo d'avoir prémédité le crime d'assassinat commis au stade. Ce que je n'accepterai jamais. Je ne dirai pas que c'est faux, hein, mais je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais d'accord. La préméditation, c'est le dessein formé avant l'action d'attenter à la vie d'une personne déterminée ou d'une personne trouvée ou rencontrée. Quand même ce dessein serait dépendant de quelques circonstances ou de quelques conditions. Monsieur le Président, la préméditation implique donc la nécessité d'une volonté mûrie et réfléchie. Préméditer un acte, selon Littré d'ailleurs, c'est méditer sur une chose avant de l'exécuter. Permettez-moi avec beaucoup de modestie de vous indiquer que sur la préméditation d'ailleurs, la Chambre criminelle française a défini la préméditation comme la volonté réfléchie et préexistante à l'acte d'attenter à la vie de la victime. Elle met en action à la fois sur le laps de temps qui sépare la conception de la réalisation de l'acte et sur la délibération réfléchie d'attenter à la vie d'autrui par un moyen déterminé. Si ce laps de temps est trop bref pour que l'intéressé ait eu le temps de retrouver son sang-froid, la préméditation est exclue. La culpabilité sur la préméditation doit être examinée à l'égard de chacun des accusés présumés auteurs. Et la preuve de la préméditation doit être recherchée parmi les faits qui ont accompagné l'acte. Pour que la préméditation soit retenue, l'agent pénal doit avoir mûri sérieusement le dessein homicide dans un calme après mûre réflexion
et non sous l'effet de la colère. L'agent pénal doit, de sang-froid, réfléchir sur toutes les conséquences de ses actes avant de franchir le Rubicon du crime. Monsieur le Président, dans la recherche effrénée de la manifestation de la vérité, il appartient au ministère public de prouver ici que la préméditation, qui dans bien des cas peut provenir de l'œuvre de l'assassinat, mais également des circonstances extérieures, menaces, achat d'armes, du crime, fuite de l'assassinat, sont réunis, Monsieur le Président. Prenons la préméditation comme je l'ai indiqué. M. Ibrahima Kalonzo, 48 millions qu'on lui avait confiés, il a utilisé pour les funérailles de son père. Il était en prison, avec tout le parcours qu'on le reconnaît, son parcours prestigieux. À quel moment il a pu s'asseoir, à partir du peuple 3, réfléchir, entre le 3 août et le 6 novembre 2009, à quel moment il a ciblé ou il n'a pas ciblé ses victimes, Monsieur le Président? À quel moment le parquet a pu établir ici la preuve, Monsieur le Président, que les crimes d'assassinat poursuivis contre M. Kalonzo, le crime d'assassinat poursuivi contre M. Kalonzo a été prémédité, dès lors d'ailleurs qu'il n'était pas au stade. La conséquence est que, Monsieur le Président, cette infraction à son encontre mérite d'être écartée. Que dire du guet-apens? Il consiste à attendre plus ou moins longtemps dans un ou divers lieux un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. La loi ne définit pas la durée, la nature du lieu d'attente par l'agent pénal. C'est une notion d'ailleurs très large que le législateur guinéen n'a pas pu préciser. Seulement, elle est très proche de celle d'embuscade. Le guet-apens est donc une espèce de préméditation caractérisée par un acte extérieur. En fait, si le guet-apens suppose que l'agent pénal s'est mis en embuscade pour commettre l'infraction, la préméditation, quant à elle, est un acte d'esprit et non un procédé. Il peut bien y avoir préméditation sans guet-apens, tout comme il peut y avoir dans certaines circonstances guet-apens sans préméditation, car le guet-apens suppose une traîtrise qui peut être commise sur le champ ou à peu près, Monsieur le Président. Tel est par exemple le cas d'un crime du 19 juillet 1951, bulletin criminel numéro 223. Et le traité de Garode, théorie pratique du droit pénal spécial, crime du 18 juin 1969, bulletin criminel 485. Évidemment, le guet-apens est une cause d'aggravation. Et dans les causes d'aggravation tenant lieu, par exemple, à la qualité de la victime, on peut citer le meurtre d'un fonctionnaire, tuer un préfet, un maire, un régisseur, un magistrat, Monsieur le Président. C'est une cause d'aggravation du meurtre simple. On pourra trouver ça, par exemple, dans un crime commis et qui a fait l'objet d'un arrêt du 26 mai 1948. Bulletin criminel numéro 141, page 14. Monsieur le Président, à quel moment, si on doit coller cet élément constitutif de cette infraction, à quel moment le parquet a vu mon client aller en embuscade, se mettre dans un coin, se préparer et donner la mort? Cela me paraît saugrenu, ça me paraît paradoxal. D'ailleurs, même c'est trop facile ça. J'ai entendu ici des débats de caniveau. C'est trop facile. Le bon sens doit guider. Quelqu'un qui est en détention, à quel moment, Monsieur le Président? Par quel moyen, par quel miracle, Monsieur le Président? Nous avons la preuve irréfutable que lui, il était au PM3. Monsieur le Président, il les poursuit également pour meurtre. Donc, le crime
d'assassinat qu'on lui reproche mérite d'être écarté comme étant non fondé. Le meurtre, il est également poursuivi pour meurtre. Et pour qu'il y ait meurtre, Monsieur le Président, et qu'une sanction pénale intervienne, il faut un élément matériel et un élément intentionnel. Le meurtre doit porter nécessairement sur une personne vivante, Monsieur le Président. En ce qui concerne la mort, en droit, on admet qu'une personne est morte lorsqu'il n'y a plus d'activité cérébrale. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, dans un arrêt célèbre du 16 janvier 1986, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française avait indiqué que pouvait être condamné pour meurtre celui qui étrangle une personne jusqu'à ce que mort s'en ait suivi, Monsieur le Président. Et c'est un arrêt du 15 mai 1986. L'élément matériel dans cette infraction, notre code pénal, Monsieur le Président, ne définit pas l'élément matériel du meurtre, qui peut être constitué d'ailleurs par tout acte étant parvenu à donner la mort à une ou plusieurs personnes, et ce, quels que soient les moyens employés. Le souci du législateur, Monsieur le Président, guinéen, se comprend tout de même, car il est évident qu'au moment du comportement humain, il y a lieu d'incriminer une simple intention criminelle tant que celle-ci ne se caractérise par une manifestation extérieure. Sauf dans des cas exceptionnels, Monsieur le Président, tels que le complot. Ah oui, le complot que la loi sanctionne dès que la résolution criminelle est prise par au moins 2 personnes en raison des conséquences fâcheuses qui peuvent en résulter. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'élément matériel doit consister dans un acte positif de violence physique, coups et blessures, soit une seule fois, soit résultat d'une série de gestes échelonnés dans le temps. Le meurtre est une infraction intentionnelle. C'est une infraction de commission. C'est le fait de donner la mort. Les résultats de l'acte de violence est évidemment la mort de la victime. Il appartient donc au juge d'apprécier si la mort est due à des coups après expertise légale d'une part et recherche d'autre part de l'animiste Nikandi. Elle punit ainsi l'auteur des coups si la mort s'en est suivie dans les 40 jours. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, peu importe les moyens employés pour attenter à la vie d'une personne, cela peut être l'usage d'une arme par nature ou par destination, d'un objet tranchant, contondant, d'un agent explosif ou incendie. Et le lien de causalité est toutefois nécessaire pour caractériser l'infraction, car il a été retenu par une jurisprudence constante française qu'il n'y a pas meurtre si la vue d'un malfaiteur armé d'un revolver et braquant sur la victime, prise de frayeur, elle meurt d'une rupture d'anévrisme, Monsieur le Président. Également, dans un autre arrêt célèbre, la même chambre criminelle française a approuvé et répondu favorablement à la question de meurtre à propos de 2 accusés poursuivis pour avoir tiré au même moment sur une victime unique. 5 octobre 1972, bulletin criminel 269, revue de sciences criminelles 1973, observation Jean Larguier. M. Ibrahima Kalonzo est poursuivi pour meurtre. En dehors de la fameuse question de réqualification, une question qui a été déjà boutée dehors, qui a été rejetée par toutes les juridictions. Aujourd'hui, le parquet ne peut s'accrocher désespérément qu'à cette question pour au moins avoir des condamnations injustes et illégales, c'est tout. Monsieur le Président, je prie Dieu pour le repos en paix de la mémoire des nombreuses victimes. Cela m'a échappé, que leur âme repose en paix. Personne n'aime mourir dans de pareilles circonstances. Je compatis à la douleur des familles, je compatis à la douleur de tout le peuple de Guinée. Elles ne méritent pas de mourir dans de pareilles circonstances.
Monsieur le Président, que leur âme repose en paix, que Dieu les pardonne et que justice soit rendue. Mais, Monsieur le Président, mieux vaut libérer 1000 coupables que de condamner un seul innocent, Monsieur le Président. Ça, on l'a dit depuis. Je ne fais que répéter. Comment est-ce que le parquet peut soutenir ici que M. Kalonzo a commis le crime de meurtre? Comment? Par quelle gymnastique? Par quelle magie, Monsieur le Président? Je veux bien le savoir. C'est pourquoi je dis que je suis resté sur ma faim. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, bon voilà, M. Kalonzo est venu au stade, il a tiré, parce que même la jurisprudence admet que lorsque deux personnes tirent en même temps sur une même personne, il n'en demeure pas moins qu'il y a meurtre. Comment il a pu tirer? Comment il est venu au stade? Qui l'a vu tirer? Par quel moyen, Monsieur le Président? Où est sa victime, Monsieur le Président? Mais tout ça, ça n'existe pas. Pourquoi s'agripper désespérément sur un innocent? Qui a fait quoi? Pour mériter quoi, Monsieur le Président? Quel intérêt le parquet tire en vous poussant à une condamnation d'un innocent, Monsieur le Président? Et comme vous le savez, Monsieur le Président, le parquet dans une procédure pénale est l'organe le plus versatile. Et incompris, le parquet est incompris, c'est sa nature. N'a-t-on pas dit que le parquet peut requérir la condamnation, l'obtenir et relever appel? Monsieur le Président. L'exemple, un autre exemple, Pendessa. C'est le parquet qui avait demandé la condamnation, non? Et c'est le même parquet qui a fait appel. C'est un exemple. Beaucoup d'exemples sont là. Monsieur le Président, le parquet varie en fonction des circonstances. Comment peut-il dire que M. Kalonzo a donné physiquement la mort à des manifestants au stade? Par quel miracle? Par sorcellerie? Ou c'est un diable? Ou c'est un extraterrestre? Ou c'est un sanguinaire, Monsieur le Président? Pour quel plaisir? Quelqu'un qui était dans un drap, on dirait même un sale drap, Monsieur le Président, qui était en arrêt de rigueur. Bon, d'ailleurs même, celui qui dit que je n'ai pas été, lui il est en prison. Celui qui dit que j'ai été, lui il se promène. Quelle justice? Celui qui a dit oui, je suis venu, j'étais là. Lui, mais il est bombardé de postes. C'est pourquoi quand on me dit, ah, la justice, Monsieur le Président, ce dossier a beaucoup de secrets. Mais quand la justice des hommes faillit, c'est la justice de l'histoire qui rétablit. Tôt ou tard, on connaîtra ce qui s'est réellement passé. Beaucoup de personnes devaient être là. Ceux qui sont là, ça, là c'est un échantillon qu'on a voulu simplement sacrifier. On a arrêté les gens pour les présenter à la face du monde. Aujourd'hui, je suis avocat de la défense. J'ai toujours aimé être du côté de la défense, Monsieur le Président. C'est aussi une faiblesse pour moi. C'est une faiblesse. Monsieur le Président, à quel moment, en dehors de sa fastidieuse question de requalification, lorsqu'il perd à gauche, il s'accroche à droite pour induire le tribunal en erreur, à quel moment le parquet, au cabinet d'instruction, ici, pendant les débats, à quel moment on a sorti une arme sur lui? À quel moment, Monsieur le Président, il a été, tous les témoins qui sont passés ici à la barre, Monsieur le Président, toutes les parties civiles qui ont été entendues, personne n'a parlé du colonel Kalonzo. Personne, Monsieur le Président. Mais quand même, je pense que le parquet devait être juste. Ne pas s'inscrire systématiquement dans une aventure de distribution des peines. Et puis, c'est important, heureusement, c'est le tribunal qui nous départage. Si vous nous laissez dans les mains du parquet, Monsieur le Président, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est vrai. S'il n'y avait pas le tribunal, et un tribunal impartial, vous nous laissez dans les mains du parquet, Monsieur le Président, beaucoup de choses peuvent arriver. D'injuste et d'arbitraire.
pas plus tard que le vendredi, hein, Monsieur le Président, une petite parenthèse, j'en passe. Donc, pour nous, cette infraction de meurtre doit être écartée. M. Kalonzo n'a pas donné la mort, même à une mouche, ce jour du 28, Monsieur le Président. La preuve n'a pas été administrée ici. La plus grande preuve dans ce procès du ministère public, c'est la réqualification, hein, c'est tout. Même les images qui ont été projetées, personne n'a vu une image de Kalonzo ici. Je reviendrai sur ça. Mais l'élément intentionnel fait défaut également. On prête une intention au colonel Kalonzo qui n'existe pas. Quand on parle d'élément intentionnel, Monsieur le Président, le législateur Guillet ne définit pas ce que c'est que l'élément intentionnel, mais se contente, par contre, d'user des termes comme à dessein, volontairement, sciemment en connaissance de cause, ou intentionnellement, démontrant qu'il n'y a point de crime sans intention de le commettre.